Euh, je vais peut-être juste me faire un petit mot d'introduction, mais qui sera assez rapide parce que je vais passer le flambeau à Hassan assez rapidement pour rentrer dans le vif du sujet, mais on avait quand même un peu envie de vous présenter le cadre dans lequel on organise ce webinaire. Alors, d'abord, je sais que avec le Covid et tout ça, on est nombreuses à être habitués au fonctionnement de Zoom, mais c'est toujours chouette de vérifier que tout le monde est bien à la page. Donc, pendant la présentation, n'hésitez pas à n'importe quel moment, s'il y a des questions qui vous viennent, ne les gardez pas pour vous, pour les oublier jusqu'à la fin. N'hésitez pas, dans l'onglet discussion, vous pouvez ouvrir là le chat et vous posez-les tout le long. Elena va collecter des choses, Son va regarder ce que vous racontez aussi. Et donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Par contre, on y répondra plutôt à la fin dans un temps de questions-réponses qu'on a prévu généreux. Et alors, on vous encourage pour une bonne expérience à plutôt choisir un affichage intervenant. Ça vous permettra voilà, d'avoir la bonne personne en grand, ce qui en fait n'est pas tout à fait exact parce qu'on a un petit souci technique. C'est moi qui projetterai la présentation de Sohan et donc voilà, on espère que vous pourrez quand même la voir vous parler, mais ce sera, voilà, on va voir comment ça se passe, un petit couac de dernière minute. Juste peut-être un petit mot d'intro sur EcoConso. Je ne sais pas dans quelle mesure tout le monde qui participe ce soir nous connaît. Donc nous, on est une association belge qui existe depuis plus de 30 ans. Notre mission, c'est d'encourager les choix de consommation et les comportements qui sont respectueux de l'environnement et de la santé. Et vraiment, on travaille, c'est nos spécificités, sur tous les domaines de la consommation. Donc, l'énergie, l'habitat, l'alimentation, les produits d'entretien, la mobilité, les cosmétiques, les vacances. Vraiment, on est sur tous ces champs-là. Et je vous ai mis ici, comme ça vous les retrouverez facilement, l'adresse de notre site sur lequel vous trouvez plein d'infos. On a un service conseil qui est gratuit par téléphone, par email. Vous pouvez poser vos questions et vous pouvez nous retrouver aussi sur les grandes plateformes de réseaux sociaux et vidéos. On vous accueille ce soir dans ce webinaire qui est dans le cadre de l'action qu'on mène tout au long de cette année qui s'appelle On mange quoi demain? Euh, L'idée, c'est de travailler vraiment sur la résilience alimentaire. Et avant de démarrer ça, on a fait un petit coup de sonde. C'est pas du tout une enquête à valeur statistique, mais on a un petit peu sondé pas mal de gens, plusieurs centaines de personnes qui ont répondu parce qu'on avait envie de mieux comprendre c'était quoi les freins aujourd'hui pour adopter une alimentation plus durable. Et les grandes réponses qui nous sont venues, c'est le manque de temps. Ça, c'est beaucoup de gens disent ça. Euh, Ensuite, évidemment, les moyens, l'argent, mais aussi les moyens matériels. Par exemple, avoir des magasins adaptés près de chez soi, des choses comme ça. La motivation au quotidien, d'arriver à maintenir cette motivation, aussi les connaissances, savoir exactement quels sont les bons gestes en fait, quelles sont les vraies bonnes solutions, qu'est-ce qui est un peu de l'arnaque. Et puis sa situation familiale ou sociale, on sait bien, c'est pas facile. Par exemple ici, ce soir on parlait de manger moins de viande, on a peut-être envie d'instaurer ça dans son foyer, mais peut-être que sa compagne, son compagnon, ses enfants, ils sont pas forcément partants. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, tout au long de cette année 2024, on a essayé de travailler sur ces questions-là, avec notamment ici un cycle de webinaires. Donc, il y en aura trois. Ceci est le premier pour essayer de peut-être lever certains freins et d'avancer ensemble. J'avais envie juste en introduction de vous partager ceci sur lequel on a travaillé cette année. Donc, on a un peu préparé sur base de statistiques de consommation à quoi ressemble en fait l'assiette actuelle. Donc, vous pouvez voir que en rouge, on a quand même une assez belle part de viande, en bleu, le poisson, et puis de légumes, peut-être un quart. Et on a fait en fait l'évaluation que cette assiette classique, elle émet à peu près 35 kilos d'équivalent CO2 par personne par semaine. Et elle nous coûte, en tout cas en Belgique, en moyenne, 58,80 €. Et alors, on a fait l'exercice d'imaginer une assiette flexitarienne. Une flexitarienne, c'est pas végétarienne, donc il y a encore de la viande, des protéines, mais Son, je pense que tu as prévu de nous décrire ça un peu plus en profondeur. Mais donc ici, on n'est
même pas dans le cadre d'un régime végétarien, et on a fait l'exercice. Donc ça, c'est basé aussi sur des recommandations nutritionnelles du Conseil supérieur de la santé, sur une des premières propositions faites par le WWF et qu'on a adapté aussi au contexte belge. Et ce qui était assez intéressant de voir, notamment par rapport aux freins financiers, c'est qu'en fait, on arrive avec une assiette flexitarienne à avoir une assiette qui est moins chère. On est là sur à peu près 52 euros, 53 euros, toujours par personne par semaine. On a fait plus que diviser par deux les émissions de CO2. Et en plus, pour ce même prix, en fait, on peut se permettre de s'offrir à peu près 65% d'aliments qui sont bio ou locaux, donc qui sont généralement réputés plus chers. Donc non seulement, en fait, on arrive à diminuer le montant, mais on arrive aussi, en fait, à améliorer la qualité. Donc c'est vraiment une des voies de réduire sa consommation de protéines animales. C'est vraiment une des voies qui permettent une meilleure alimentation. Donc voilà, on avait un petit peu envie de cadrer avec ça. Dans le cadre de cette campagne, on propose une foule d'outils. Je vais juste vous les brosser, puis vous pourrez aller les découvrir de votre côté si vous le souhaitez sur ecoconso.be/miam. Donc, on a vraiment un peu 5 étapes qu'on prendrait participer, y compris, par exemple, soutenir les agriculteurs, faire ses courses différemment, manger autrement, produire et conserver. Si on a la possibilité d'avoir un bout de terrain ou d'avoir accès à un bout de terrain partagé, c'est une possibilité aussi de cultiver soi-même. Et puis, réduire le gaspillage alimentaire, qui est aussi une grosse source d'émissions de CO2 et puis de gaspillage tout court, je veux dire, éthiquement. Pour ça, on vous propose en suggestion au menu plusieurs outils. On a eu la chance d'aller rencontrer plusieurs producteurs en début d'année, 4 producteurs et productrices. Et alors, dans seconde partie d'année, on a été rencontrer aussi plusieurs consommateurs et consommatrices qui avaient répondu à notre enquête de début d'année. Et on est allé vraiment avoir des conversations avec eux et on en a sorti 2 séries de podcasts, une avec les producteurs, productrices, une avec les consommateurs, et alors aussi avec Olivier de Scuter, pour ceux qui le connaissent, qui est professeur à l'UCL et rapporteur aux Nations Unies sur le droit à l'alimentation, la pauvreté, etc., la lutte contre la pauvreté, et qui nous a un petit peu cadré tout ça. Donc ça, c'est toute une série de podcasts, et on est en train de diffuser les versions vidéo aussi en plus courte. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ça pour peut-être approfondir les sujets où les producteurs, productrices nous parlent de leur réalité et où les consommateurs, consommatrices nous proposent plein d'astuces au quotidien qu'ils et elles ont mis en place. On propose aussi des animations, comme ce soir, ce webinaire. Et alors, à venir, on travaille encore dessus. On aimerait réaliser un mind map des acteurs belges en alimentation durable. C'est un gros boulot. On a déjà pas mal avancé, mais on n'a pas encore tout à fait fini. Donc, on espère partager ça ici fin d'année ou début d'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à revenir voir. Et alors, vous trouverez aussi toute une série d'articles. Je vous en ai mis quelques-uns ici, comme ça vous avez les titres pour les retrouver facilement, sur par où commencer pour manger moins de viande, vraiment des astuces pratiques. Manger flexitarien, c'est de là dont sont tirés les visuels dont je vous montrais avec les assiettes classiques et flexitariennes que je vous ai montré tout à l'heure. Des idées sur les protéines végétales, comment les choisir, etc. Des bonnes adresses où trouver des produits locaux, bio, etc. Donc, il y a toute une série de ressources que vraiment on vous invite à aller découvrir par la suite. Donc, je vous ai dit une petite intro pour cadrer, mais surtout, je vais passer la parole. On a le grand plaisir de recevoir Sohan Tricoire, qui est diététicienne et qui est vraiment spécialisée en accompagnement des personnes flexitariennes, végétariennes, végétaliennes ou qui souhaitent le devenir. C'est peut-être votre cas ce soir. Et donc, je vais te laisser te présenter plus en détail, Sohan, et surtout, je vais te passer la parole. Bah écoute, merci pour cette présentation dont j'ai pu apprécier les infographies aussi très très chouettes sur les assiettes que vous avez proposées. Effectivement, j'exerce la diététique et c'est un peu ma spécialité, les alimentations végétariennes. Et du coup, la proposition de ce soir, c'est d'avoir un petit temps de présentation interactif pendant lequel on va parler de l'impact environnemental de l'alimentation et surtout d'équilibre avec moins ou pas de viande.
Et je compte sur votre réactivité dans le chat puisque je vais vous poser des questions. Alors, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Enfin, s'il y a plutôt des bonnes réponses quand même. Mais c'est OK de participer. L'idée, c'est de voir un petit peu quelles sont les idées que vous pourriez avoir avant que je développe sur chacune des questions que je vais vous poser. Pour des raisons de petits soucis techniques, ce sera Anne qui va projeter le diaporama qui va suivre. Donc, je ne sais pas si vous verrez ma tête, mais vous la verrez à nouveau quand on aura terminé cette petite présentation et que ce sera le temps de passer à vos questions. Donc, je remercie Anne pour ce travail coordonné que nous allons réaliser ce soir. Eh Je bien, sais. écoute, je lance ça. Super. Un petit instant, j'y accède. Hop. Un travail d'équipe là. Réel. On aurait dû prendre une petite clochette pour tourner la page. Est-ce que tu veux que je fasse un signe en levant la main ou est-ce que tu préfères que je te le dise? Alors, ça dépend si j'arrive à te voir en même temps. Ah, On va ok. essayer. Oui, c'est une bonne. Euh, voilà. Alors, euh, j'arrive. Je recherche le bouton de partage. Voilà qui a disparu. Pas de souci. Voilà, on y est. On y est. Ni- Normalement, vous devriez voir la présentation. Et je te vois, Sohan. Donc, si tu me fais un Super. petit signe, On peut partir du principe que si je lève ma main droite, super. absolument. Eh bien, écoute, je lève ma main droite puisque la slide d'introduction, on peut directement la passer. Alors, le premier propos que je voulais avoir, c'était un propos pour relativiser la portée des éco-gestes individuels. Alors, non pas pour les décrédibiliser, au contraire, ça reste une part importante des efforts que nous pouvons faire pour atteindre la réduction des gaz à effet de serre qui sont nécessaires pour essayer de préserver ce qui reste à préserver. Mais j'avais envie de rappeler quand même que ça ne fait pas tout et que nous avons besoin d'un support institutionnel et structurel pour avoir des avancées satisfaisantes en termes d'écologie. Bon, ceci étant dit, on va quand même s'interroger sur des éco-gestes individuels et je vous pose donc la première question dans laquelle je vous propose de répondre dans le chat. Selon vous, parmi ces éco-gestes individuels, lequel permet de réduire le plus sa production de CO2? Il y a peut-être un piège ou pas. Alors, première proposition, ne plus prendre l'avion, manger 100% local, prendre le vélo sur les trajets courts, baisser la température de son logement de 20%, supprimer la viande et le poisson ou consommer 100% en zéro déchet. Alors, je vous laisse faire des propositions de réponses dans le chat si ça vous inspire. Rassurez-vous, il n'y a pas de pénalité pour les mauvaises réponses, donc vous pouvez répondre. C'est bizarre, j'ai l'impression que le titre du webinaire vous a inspiré, parce que normalement, la réponse n'est pas aussi évidente. Parce que je vois dans le chat que vous êtes beaucoup à parler de supprimer la viande et le poisson. Je vois des personnes qui parlent de manger local, ça revient aussi, qui parlent également de la température du logement, de l'avion. Ah oui, donc c'est quand même un petit peu... Il y a des réponses un petit peu différentes, mais il y a quand même une majorité de personnes qui ont répondu qu'il s'agissait de supprimer la viande et le poisson. Donc on va voir la réponse en image sur la slide suivante. Donc ça, ce sont des chiffres du rapport Carbone 4. Donc on peut avoir des chiffres qui peuvent varier un petit peu en fonction des modalités de calcul. Mais grosso modo, en orange, on va trouver les informations concernant les éco-gestes en lien avec l'alimentation. Donc on peut voir au centre sur le cercle que ça représente quand même une très grosse partie des éco-gestes individuels. Et ce qu'on peut voir surtout dans le diagramme en dessous, c'est que le premier geste qui va avoir donc sur la gauche une importance particulière, ça va être de réduire la consommation de viande et de poisson, puisqu'on voit que le régime végétarien, oh, pardon, c'est difficile ce soir. Il permet une réduction de CO2 beaucoup plus importante que le fait de manger local. Donc, je voulais commencer par cette question pour vous montrer que parfois on a une perception biaisée. On pense savoir des choses et en fait, dans la réalité, ça peut être différent. Ceci étant dit, j'ai une autre question pour vous. Alors, il y a peut-être un piège là aussi, mais vous verrez que c'est toujours instructif. Parmi ces aliments, selon vous, lequel émet le plus de gaz à effet de serre, transport compris? Transport compris, c'est important. Le riz, la banane ou le fromage? Alors là, je vois le riz, le fromage. Je vois que vous incarnez la modestie en mettant des points d'interrogation sur vos réponses. La banane revient aussi, le fromage, le riz. Ouais, donc c'est encore très divers. Le fromage revient quand même souvent.
Ok. Alors, du coup, on va avoir la réponse en image cette fois-ci à nouveau. Donc là, ce sont des données qui ont été calculées par kilo d'aliments. Et on va avoir le fromage assez haut, juste après le bœuf et l'agneau. En dessous, on va avoir le riz. Et en dessous encore, on va avoir la banane. Et ça s'explique parce que comme on va le voir, donc la part du transport dans l'impact de l'émission de gaz à effet de serre des aliments, qui est en rose sur le diagramme, comme vous pouvez le voir, bon, on le voit presque pas. En fait, ce qui va compter principalement, c'est l'occupation des sols et les émissions de méthane. Et ça, pour le coup, c'est vrai que la portion des produits d'origine animale va être assez importante, du coup, en comparaison avec ceux des produits d'origine végétale. Si on prend la slide suivante, qui était issue d'une étude britannique, mais alors les chiffres peuvent varier d'une étude à l'autre parce que les habitudes de consommation ne sont pas tout à fait les mêmes, mais la dynamique observée est la même, c'est celle qu'on va retrouver dans le rapport du GIEC de 2019 ou dans les travaux de l'ADEME également. Ce qu'on va observer sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'en fonction du régime alimentaire, ça va être très variable. Et la dynamique, en fait, elle est telle que moins il y a de produits d'origine animale, moins l'impact est important. Là, par exemple, ce qu'on peut observer sur les émissions de gaz à effet de serre, donc, c'est que tout en bas, on a ce qu'on appelle dans l'étude les grands mangeurs de viande, les personnes qui mangent plus de 100 grammes de viande par jour. Juste au-dessus, on a les moyens mangeurs de viande, entre 50 et 100 grammes par jour. Au-dessus, on a les petits mangeurs de viande, donc moins de 50 grammes par jour, qu'on pourrait aussi appeler des flexitariens. C'est pas un terme qui a été utilisé dans l'étude, mais grosso modo, si tant est qu'il y ait une définition exacte de ce qu'est le flexitarisme, ça pourrait se situer quelque part par là. Et puis, on a au-dessus les personnes qui mangent du poisson mais pas de viande, qu'on appelle des pesco-végétariens. Au-dessus, on a les personnes végétariennes qui ne mangent pas de viande et pas de poisson. Et au-dessus, avec le plus faible taux d'émission de gaz à effet de serre, les personnes végétaliennes, donc des personnes qui ne consomment pas de produits d'origine animale. Donc pas d'œufs, pas de lait, pas de viande et pas de poisson. Cette étude, je l'ai choisie parce qu'elle est assez intéressante. Dans les slides suivantes, on va pouvoir voir qu'on a exactement la même dynamique ici avec la consommation d'eau par régime alimentaire. Sur la slide suivante, on voit exactement la même dynamique par rapport à l'utilisation des sols, puisque il va falloir, plus on consomme de produits d'origine animale, plus on va avoir besoin de sol pour cultiver la nourriture à la fois des humains et des animaux qui vont servir à produire soit de la viande, soit des œufs, soit des produits laitiers. On observe la même dynamique aussi sur le phénomène d'eutrophisation. Alors ça, c'est un mot qui est peut-être pas courant pour tout le monde. En gros, il s'agit de la pollution des cours d'eau, de la mer et des océans par pardon, par diverses eaux polluées, notamment par les fertilisants, et qui vont occasionner une asphyxie des écosystèmes aquatiques. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on cherche à éviter. Et dans la slide suivante, on a également un impact sur la biodiversité qui va avoir exactement la même dynamique. Donc, quand on a conscience de l'impact de l'alimentation sur l'environnement au regard de tous ces paramètres, on peut être tenté de réduire ou stopper sa consommation de viande et de poisson pour tendre vers le végétarisme. Mais, vous en avez sans doute déjà entendu parler, on entend souvent parler des risques de carence lorsqu'on se dirige vers une alimentation végétarienne. Alors, moi, j'ai fait quelques propositions et je vous laisse répondre dans le chat. À votre avis, avec une alimentation végétarienne, est-ce qu'il y a un risque de carence en fer, en protéines, en calcium, en fer, en protéines, en calcium, et peut-être même avec d'autres nutriments encore? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez déjà reçu des informations à ce sujet? Je vous laisse me dire dans le chat, on va débroussailler encore. Alors, le fer, d'autres carences encore, le fer, c'est beaucoup le fer qui revient. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes peut-être des personnes moins de personnes inspirées par cette question-là? Ok. Fer, protéines, calcium, un petit peu tout. Ok. Fer et protéines. Ok, donc il semblerait que j'ai choisi les bons nutriments parce qu'en tout cas, c'est ceux qui reviennent dans vos réponses. Alors, pour répondre à cette question, on va prendre le temps de détailler un petit peu. Alors, avec une alimentation végétarienne, donc sans viande et sans poisson, a fortiori avec une alimentation flexitarienne également, il n'y a pas de risque de carence en protéines, mais à quelques conditions. La première condition, c'est de manger suffisamment, parce que bien évidemment, si on ne mange pas à sa faim, on s'expose à un risque de carence. Mais le fait de manger suffisamment et d'avoir une alimentation diversifiée, ça ne permet pas de conclure un risque de carence en protéines plus élevé chez les personnes flexitariennes et végétariennes. Concernant le risque de carence en fer,
Là non plus, il n'y a pas plus de risque de carence en fer chez les personnes flexitariennes ou végétariennes que chez les personnes qui consomment de la viande, y compris en grande quantité. En fait, il va y avoir une vigilance à avoir, comme une personne l'a fait remarquer d'ailleurs à juste titre dans le chat, notamment pour les femmes, les personnes menstruées d'une manière générale, les personnes enceintes, les personnes allaitantes et aussi les ados. Les ados ont des besoins assez importants, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de carence plus élevé, mais c'est un point de vigilance des alimentations végétalisées, donc flexitariennes, végétariennes ou végétaliennes, et donc on va essayer de faire des efforts du point de vue de la composition de l'alimentation pour avoir des sources suffisantes. Concernant le calcium, eh ben, c'est pas un problème. Chez les personnes végétariennes et flexitariennes, donc qui consomment des produits laitiers, il n'y a vraiment pas de souci à se faire à ce niveau-là. La catégorie de personnes chez lesquelles il pourrait y avoir un intérêt à faire attention aux apports, ce sont les personnes qui se dirigent vers une alimentation à dominante végétale, végétalienne, donc sans produits d'origine animale. Chez ces personnes-là, on a observé que les apports en calcium, ils peuvent être inférieurs aux recommandations. Mais par contre, le fait que ces personnes-là sont, on a observé aussi, ont un risque de fracture plus important, n'est pas à mettre en lien avec le fait qu'il y ait moins de calcium. En fait, de ce point de vue-là, on se pose la question de savoir si c'est plutôt le fait que les personnes végétaliennes sont plus minces et que ça expliquerait pourquoi elles aient plus de fractures, que les personnes qui ne le sont pas. Mais avec une alimentation végétarienne, c'est un non-sujet. Bon, sur les protéines, on va y revenir ensemble plus tard parce qu'il y a d'autres choses à en dire. Mais par rapport à ça, on va passer à la slide suivante parce qu'en fait, même si on a vu qu'il n'y avait pas de risque de carence en protéines, en fer ou en calcium, il y a un risque de carence avéré lorsqu'on a une alimentation végétarienne. Il y en a un en particulier qui n'est pas apparu dans les réponses jusqu'à présent. Alors là, je vois les réponses qui commencent à arriver. Je vois la vitamine B12 qui est indiquée sous son doux pseudonyme de B12 directement. Ok. Est-ce que vous pensez à d'autres carences? Des personnes qui mentionnent le zinc. Ok. Bon, bah écoutez, vous avez été bien inspiré parce qu'effectivement, il existe un risque de carence avéré lorsque l'on végétalise son alimentation. C'est le risque de carence en vitamine B12. Alors, pour préciser, la vitamine B12, c'est une vitamine qu'on ne sait pas produire nous-mêmes et qu'on est obligé d'apporter par l'alimentation. Il s'avère que cette vitamine B12, elle est présente uniquement dans les produits d'origine animale et dans les produits végétaux qui vont être enrichis en vitamine B12 de synthèse, ce qui est très rarement le cas en France et en Belgique. Donc du coup, on va partir du principe qu'on va la trouver principalement et exclusivement dans les produits d'origine animale, la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Sauf que on va la trouver surtout dans la viande et dans le poisson. Au niveau des œufs et des produits laitiers, les quantités sont pas suffisantes pour permettre d'avoir des apports satisfaisants par rapport à nos besoins. De ce fait, les personnes végétariennes s'exposent à un risque de carence en vitamine B12 si elles maintiennent une alimentation végétarienne au long cours sans se complémenter en même temps. Le truc, c'est que ça ne va pas concerner que les personnes végétariennes. Et ça, peu de personnes le savent, mais ça va concerner aussi les personnes flexitariennes. En fait, si on réduit sa consommation de viande et de poisson pour passer en dessous du seuil de 7 portions de viande ou de poisson par semaine, on s'expose à un risque de carence en vitamine B12 par défaut d'apport dans l'alimentation. Donc, voilà, quand pour des raisons écologiques, éthiques ou de santé, on cherche à diminuer sa consommation de viande et de poisson, il faut avoir une petite vigilance sur la vitamine B12 et penser à se complémenter. Si vous avez des interrogations par rapport à ça, vous avez envie d'aller plus loin, je mentionne le site vgclick.com, qui est un site qui a été mis sur pied par des médecins, pour des médecins et des professionnels de santé, et qui mentionne tout ce qui est intéressant de savoir pour la prise en charge d'une personne qui a une alimentation flexitarienne, végétarienne ou végétalienne, et qui a besoin notamment d'une complémentation en vitamine B12. Alors, je vous sens venir, alors je vais préparer quelques éléments supplémentaires par rapport à ça. À quoi ça sert la vitamine B12? Parce que c'est bien beau de nous dire qu'il faut se complémenter, mais si ça sert à rien, pourquoi? Eh ben, la vitamine B12, elle va être particulièrement importante pour le bon fonctionnement du système nerveux, mais aussi pour la synthèse des globules rouges. Donc, manquer de vitamine B12, ça expose à un risque d'anémie. Donc, quand on est anémié, on est généralement très fatigué, on est pâle, on peut avoir aussi de l'arythmie cardiaque. Donc, c'est pas quelque chose de souhaitable.
Euh, et du point de vue du système nerveux, ça peut avoir des répercussions en termes de santé mentale. Ça peut aussi occasionner des troubles neurologiques, comme des fourmillements dans les mains, des troubles de la mémoire ou des troubles de la démarche carrément. Et certains des troubles qui sont en conséquence d'une carence en vitamine B12 peuvent être irréversibles. Donc l'objet de la complémentation en vitamine B12, elle vise à prévenir la carence pour empêcher de se retrouver dans les situations où on peut avoir des lésions neurologiques irréversibles, ce que personne ne souhaite bien évidemment. Par rapport à la vitamine B12, sur la slide suivante, je voulais illustrer deux petites choses. Merci Anne. Je voulais illustrer deux petites choses parce qu'on entend souvent dire tout et son contraire au sujet de la vitamine B12. Il y a des personnes qui pensent ne pas avoir besoin de compléments alimentaires et pouvoir se contenter de sources alimentaires de vitamine B12 et de sources végétales. Et beaucoup d'idées reçues circulent à ce sujet, notamment sur certaines algues qui pourraient se substituer à un complément alimentaire. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. À l'heure actuelle, on est obligé de passer par des compléments alimentaires qui utilisent la synthèse bactérienne pour produire de la vitamine B12, parce que les algues qui contiennent de la vitamine B12, elles contiennent une bonne partie de formes inactives de vitamine B12 ou d'analogues de vitamine B12, qui ne peuvent donc pas jouer le rôle de la vitamine B12 quand on les mange. Et elles en contiennent des quantités qui sont très très faibles, donc c'est pas une source qui va être fiable en termes d'apport en vitamine B12. De la même manière, on entend dire parfois que si on lave pas très bien ces légumes, si on garde un petit peu de terre dessus, on va préserver la vie bactérienne et la vitamine B12 qu'il y a dedans, et ça pourrait être suffisant en termes d'apport. Ça n'est pas le cas non plus, et c'est même pas terrible pour la santé de ne pas laver correctement ses légumes. Donc, ce ne sont pas des choses à encourager. Si vous avez une alimentation à dominante végétale, le mieux c'est de mettre en place une complémentation adaptée et d'en parler à des professionnels de santé qui vous accompagnent, que ce soit des diététiciens, diététiciennes ou des médecins. Euh, Ensuite, on va revenir un petit peu sur les protéines, parce que c'est quand même une réponse qui est revenue un petit peu dans les réponses que vous avez faites sur le risque de carence. Donc, j'aurais aimé qu'on prenne un petit peu le temps pour détailler quelles sont les meilleures sources de protéines végétales. Alors, pourquoi je vous pose la question des meilleures sources? Parce qu'en fait, tous les végétaux contiennent des protéines en des quantités variables. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si on cherche à végétaliser son alimentation, quels sont les aliments qu'on va inviter à notre table pour avoir plus de protéines. Alors, je vous laisse répondre dans le chat. On a du pois chiche, on a du soja, du quinoa, des légumineuses, des légumineuses, des légumineuses, des lentilles vertes. Alors, pour les personnes qui ne le sauraient pas, dans la catégorie de légumineuses, on va intégrer tout ce qui est à base de soja, de pois chiches, les haricots secs d'une manière générale, donc les flageolets, les haricots rouges, les haricots azuki. Euh, on va avoir également les pois cassés, on va avoir les fèves. Il y a une personne qui parle du pain complet également, les légumineuses, les orties, légumineuses, quinoa, seitan, oléagineux, graines. Vous êtes incollables. C'est incroyable. On a un public génial. Vraiment, Super. Bon, alors du coup, on va passer à la slide suivante pour apporter des réponses. Donc, parmi les sources végétales les plus importantes de protéines, on va trouver effectivement les légumineuses, mes chouchous, le tofu et les variantes à base de soja, les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les fèves, les haricots secs. On va trouver aussi dans une moindre mesure les céréales complètes. Une personne a cité le pain complet, mais ça peut être tout ce qui est à base de blé, à base de riz, le quinoa qui est une pseudo-céréale qui est également très riche en protéines. Et on va aussi avoir dans une moindre mesure les graines oléagineuses comme les amandes, les noix, les noisettes. Pourquoi je dis dans une moindre mesure? Parce que les graines oléagineuses, ce sont des aliments qui sont très gras et donc on conseille de consommer en plus petite quantité. Donc en général à raison d'une poignée par jour, une petite poignée. Donc c'est pas non plus ça qui va faire tous les apports en protéines, mais par contre ça vient largement compléter les autres sources. Si on cherche à réduire sa consommation de viande, mais qu'on consomme quand même des produits d'origine animale, on peut aussi se reposer sur les sources animales de protéines que sont les œufs, les fromages et le yaourt. Voilà, donc un petit peu pour le panel des protéines végétales. À ce sujet, sur la slide suivante, je voulais en profiter pour revenir sur une idée reçue qui est quand même très 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 tenace. L'idée selon laquelle il faudrait associer systématiquement les céréales et légumineuses pour avoir des protéines que l'on dirait complètes. Alors ça fait quand même pas mal d'années qu'on sait que ce n'est plus nécessaire. Ce qui va importer principalement, c'est d'avoir dans son alimentation suffisamment de calories, donc de manger suffisamment. Généralement, ça consiste à manger à sa faim.
et d'avoir une alimentation diversifiée qui intègre les différents grands groupes alimentaires. Donc si vous mangez régulièrement des légumineuses, des céréales, des fruits, des légumes, des graines oléagineuses, vous n'avez pas à vous inquiéter de ces apports-là. Le truc, c'est que plus on végétalise son alimentation, plus il faut quand même intégrer de légumineuses pour avoir des apports suffisants. Mais il n'y a pas la nécessité absolue de faire l'association au cours des repas pour avoir des protéines complètes et pouvoir en faire l'utilisation dont on a besoin au niveau du corps. Je vous ai mis des petites sources à ce niveau-là, d'ailleurs, si ça vous intéresse, et je mentionne particulièrement la position scientifique de l'Observatoire national français des alimentations végétales, parce qu'il n'y en a pas encore en Belgique à ma connaissance, cette position qui porte sur la qualité des protéines d'origine végétale et qui est particulièrement instructive. Donc, je vous encourage, pardon, à en faire la lecture si vous voulez aller plus loin sur ce sujet. Et j'ai une toute dernière question à vous poser. Est-ce que, selon vous, être végétarien, c'est meilleur pour la santé? Alors, elle est traître, hein, cette question. Elle est traître parce que c'est jamais aussi binaire, mais je vous la pose quand même. Alors, je vois oui quand même. Oui en majuscule avec un point d'exclamation. Je vois du oui, je vois du oui. Ah, je vois un oui plein de nuances. Oui, si bien mis en place. Ok. Donc, il y a quand même une tendance, c'est plus qu'une tendance, hein, c'est unanime sur le oui. Ah, on a une réponse qui dit pas meilleure, équivalente si équilibrée. Ok. Alors, en la matière, les études ne sont pas particulièrement tranchées. Il y aurait une tendance qui laisse penser que d'avoir une alimentation végétarienne, ça serait bénéfique, notamment en termes de risque minimisé de développer un diabète de type 2 ou des maladies cardiovasculaires et certains cancers. Il y aurait, j'utilise le conditionnel. Et je l'utilise d'autant plus que avoir une alimentation végétarienne ou flexitarienne, ben, ça ne dit rien de votre équilibre nutritionnel. Parce que vous pouvez être végétarien et ne manger que des frites. Et auquel cas, ça ne sera pas forcément meilleur pour votre santé cardiovasculaire. Donc effectivement, je rejoins les personnes qui ont dit dans le chat que c'est important d'avoir une alimentation équilibrée. Donc effectivement, manger moins de viande, ça présente un intérêt en termes de santé. Est-ce que manger moins de viande, c'est moins intéressant que d'être végétarien? A priori, ça semble pas forcément être le cas. Donc l'idée pour être en meilleure santé, il n'y a pas forcément besoin de se passer complètement de viande et de poisson. Mais en tout état de cause, ce qui va compter, c'est l'équilibre global de l'alimentation, d'avoir une alimentation variée, de limiter la consommation de produits ultra transformés et d'avoir les complémentations adaptées. Donc, si on a une alimentation végétarienne, flexitarienne ou végétalienne, à minima, le complément vitamine B12. Et puis, en fonction des situations particulières, il peut y avoir d'autres besoins aussi. Mais voilà, la réponse, elle n'est pas toute blanche ou toute noire. Il y a quand même un petit peu de nuance par rapport à ça. Donc la tendance serait de dire que oui, peut-être il y aurait des avantages et que ça pourrait être intéressant, mais ça ne pourrait de toute façon être vrai que si on a une alimentation équilibrée par ailleurs. Voilà, j'ai carburé pour vous faire cette petite présentation. Je vous ai posé plein de questions et je vous remercie d'avoir joué le jeu d'y répondre dans le chat. Je vous propose désormais de poser vos questions, désormais, si vous en avez envie, si vous en avez, je suis là pour y répondre. Alors, pendant que les personnes formulent peut-être des questions, je voudrais faire une petite précision par rapport à ça. Je ne répondrai pas à des questions qui relèvent des situations individuelles et personnelles et qui justifieraient une consultation. Parce que pour répondre à des situations individuelles, j'ai besoin d'avoir plein d'informations très précises sur votre état de santé, sur votre état d'activité physique, sur vos habitudes alimentaires, sur d'éventuelles intolérances. Bref, tout un tas de choses qu'on voit en consultation. Donc, ce que je vous propose, c'est de poser des questions plutôt générales, si c'est OK pour vous de procéder comme ça. Oh! Alors, je sais pas, est-ce que quelqu'un fait du tri ou est-ce que je prends les questions au fil de l'eau? Je pense que comme il n'y en a pas eu en cours de présentation, tu peux les prendre au fur et à mesure, sauf si à un moment donné, t'arrives plus à suivre, Ok, ça ok, va. Mais je les ok. copie-colle au cas où, ça va. D'accord. Alors, je vois une première question qui nous demande, la consommation élevée de viande génère-t-elle de l'agressivité? Il me semble l'avoir déjà entendu. Alors, je n'ai aucune idée de cela. Je ne saurais pas le dire. Je ne pense pas qu'il y ait un lien en, euh, comment dire, qu'il y ait un lien causal entre la consommation de viande et un comportement agressif. Par contre, ce qui a été démontré, c'est qu'il y a une corrélation entre certaines prises de position politiques, on va dire, et la consommation de viande.
Alors c'est assez étrange de le dire, mais des personnes qui sont très attachées à la consommation de viande vont avoir tendance à être des personnes beaucoup plus sexistes, par exemple, que d'autres. Donc, est-ce qu'il y a un lien à faire à ce niveau-là? Je ne sais pas, mais la question se pose. Alors, une personne qui demande, avec l'âge, les femmes sont-elles tenues d'augmenter leur quantité de protéines? Euh, Il n'y a pas nécessairement à avoir beaucoup plus de protéines quand on arrive dans l'âge, notamment après la ménopause. Par contre, il y a une vigilance à avoir sur les apports en calcium pour prévenir le risque d'ostéoporose. Et il y a une vigilance à avoir sur la quantité d'aliments consommés parce que beaucoup de personnes se plaignent d'une prise de poids liée au fait que le métabolisme fonctionne différemment en avançant dans l'âge et que du coup, ça peut être justifié de faire attention aux quantités qui vont être consommées. Mais ceci étant, il faut avoir des apports en protéines adaptés de toute façon. Ça ne veut pas dire qu'il faille en manger moins. Alors, tuc tuc tuc, là je pense que j'ai laissé passer les questions et je n'arrive pas à remonter. Ouf, floup, tup, tup, tup. Ben, je vais prendre celle que je vois du coup. Alors, Attends, qu'est-ce que parce tu... que moi j'ai aussi un souci à les copier-coller, mais donc j'ai vu une question sur le seitan. Ah ben j'étais sur celle-ci. Ah bah Que parfait. pensez-vous du seitan? Ouais, c'est la Ok. première que je vois là. Alors, le seitan, je ne l'ai pas mentionné, mais effectivement, c'est une très bonne source de protéines. C'est également une très bonne source de fer. Donc, le seitan, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une préparation à base de gluten de blé. Donc, bien évidemment, à éviter pour les personnes qui sont atteintes de maladies cœliaques ou qui ont une sensibilité par rapport au gluten. Mais c'est vraiment très, très riche en nutriments. C'est très pratique. En général, je le considère un petit peu comme dans la catégorie des légumineuses, même si ça n'en est pas. Mais le profil nutritionnel, il va être intéressant au même titre. Et ça va être aussi super pratique pour la cuisine parce que ça permet de faire des choses avec des textures et des saveurs vraiment très très chouettes. Donc c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de cuisiner, mais si vous ne connaissez pas, je vous encourage vraiment à expérimenter des choses avec le seitan qu'on va trouver principalement en magasin bio. Mais c'est vraiment très très chouette comme aliment. Touk touk touk. Alors, j'ai pas le début de la question, donc je vais peut-être pas la prendre. Je vais prendre celle en dessous que j'arrive à lire. À part les carences en protéines, fer et B12. Y a-t-il d'autres carences auxquelles il faut être attentif, notamment quand on est âgé? Ah, alors quand on est âgé, ça dépend de ce qu'on entend par âgé, parce que ce terme, il peut recouvrir plusieurs réalités. Mais il y a surtout un risque de dénutrition. Donc effectivement, il va y avoir beaucoup, une attention particulière sur les apports en calories et les apports en protéines. On en revient aussi aux apports en calcium qu'on évoquait pour la ménopause chez les femmes, par rapport au risque d'ostéoporose. Donc, en sachant que les apports en calcium, c'est important de les satisfaire, mais c'est important de maintenir une activité physique suffisante pour la santé du squelettique. S'il n'y a pas l'activité physique qui va bien, les apports en calcium, ils servent pas à grand-chose derrière. Donc, c'est une combinaison d'éléments. Donc, c'est activité physique, apport en calcium suffisant et apport suffisant en vitamine D. Euh, je suis désolée, je prends les choses au fur et à mesure que je peux les lire. Alors ici, j'en ai récolté quelques-unes. Donc il y a plusieurs personnes qui demandent des recettes faciles ou des liens vers des sites de recettes faciles. Ok. Je t'en donne deux, comme ça, tu as déjà la suivante. Est-ce que la lactofermentation, c'est quoi son intérêt? Et Mhm. comment convaincre autour de soi que le régime flexitarien et végétarien est bénéfique? Donc voilà, trois. Mhm. Voilà, trois déjà bonnes questions. Ok, alors sur des recettes, il y en a vraiment énormément sur Internet. Ce qui peut, alors moi, il y a un site que je recommande très souvent en consultation parce qu'il est vraiment bien fait, c'est le site Vegan Pratique, qui est un site de l'association L214. Pourquoi je recommande celui-ci en particulier quand je dois n'en citer qu'un? C'est qu'en fait, ils ont des fiches pratiques. Il y a des recettes, bien évidemment, mais il y a aussi des fiches par catégorie d'aliments pour apprendre à cuisiner, par exemple, le tofu qui est un aliment qui n'est pas forcément très commun pour tout le monde. Il y a des fiches pratiques pour apprendre à cuisiner les légumineuses aussi, qui sont une composante importante d'une alimentation flexitarienne, végétarienne ou végétalienne. Et dans les recettes, on peut aussi cocher par catégorie d'aliments en fonction de ce qu'on a chez soi. Donc je le trouve vraiment bien fait. Donc s'il y en avait qu'un à partager, ça serait celui-ci. La deuxième question, c'était sur la lactofermentation. Alors, c'est pas un sujet que je connais très bien, mais il me semble que ça présente l'avantage de rendre plus facilement assimilables certains nutriments. Donc, de ce point de vue-là, ça peut être intéressant. Initialement, c'est aussi une modalité de conservation des aliments qui ne nécessite pas d'énergie, puisque du coup, c'est une conservation à température ambiante. Donc, de ce point de vue-là, c'est aussi intéressant. Mais voilà, je connais pas plus que ça le sujet, donc je m'étendrai pas là-dessus.
Je peux peut-être juste complémenter une petite Bien chose sûr. parce qu'on a écrit un petit peu sur le sujet, mais la nutrition n'est pas notre cheval de bataille. Mais on a notamment écrit un petit peu sur les méthodes de conservation qui justement permettent de consommer moins d'énergie, etc. Et Mm. la lactofermentation est une des rares qui le permet. Et à ma connaissance, c'est la seule. Donc, quand on conserve, en général, on a une perte de nutriments, de vitamines et autres. Et la lactofermentation, à ma connaissance, est une des rares qui permet au contraire d'en produire plus. Donc, Mm. il me semble que c'est là un de ses bénéfices. Après, le goût, c'est spécial. Oui, bah, en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis et je pense que l'intérêt de la lactofermentation, d'un point de vue nutritionnel, il est à relativiser en raison du goût, justement parce que ça fait qu'on l'utilise souvent comme condiment et donc en des toutes petites quantités. Sauf quand on mange de la choucroute, où là, pour le coup, mais pour le coup, elle va être cuite, donc du coup, il va y avoir aussi une perte de nutriments. Mais je pense que c'est intéressant d'un point de vue nutritionnel, mais que cet intérêt, il est à relativiser du fait qu'on en consomme souvent en petites quantités. Tout à fait juste. Mm. La question suivante, c'était comment convaincre des personnes de l'intérêt d'aller vers une alimentation plus végétale, du coup, si je résume un peu. Alors, bah, si j'en crois ce qui motive les personnes qui végétalisent leur alimentation, il y a trois motifs principaux. Il y a assez loin devant, il y a le motif d'éthique animale des préoccupations environnementales. Et derrière, il va y avoir des préoccupations de santé. Je pense que c'est intéressant de s'adapter au profil de personnes qu'on a en face de soi quand on essaie de les convaincre d'aller vers une alimentation plus végétale, parce que tout le monde ne sera pas intéressé par les mêmes choses. Donc si en face de vous, il y a une personne qui est plus intéressée par des considérations de santé, ça sera peut-être un argumentaire intéressant à développer. Si cette personne, elle est plus intéressée par des considérations environnementales, ben, peut-être de lui parler des émissions de gaz à effet de serre ou d'autres aspects de l'impact environnemental de l'alimentation. Et après, si c'est une personne qui va être plus intéressée par des considérations d'éthique animale, ben peut-être lui parler des conditions d'exploitation, ou, voilà, ou peut-être voir un mélange de différents arguments qui peuvent s'adapter à chaque personne. En tout état de cause, je pense que c'est intéressant de procéder par étapes. Dans les études que j'ai pu lire à ce sujet, la végétalisation de l'alimentation, elle est d'autant plus durable qu'elle a été amenée progressivement. Donc c'est intéressant peut-être de se fixer des objectifs réalistes, atteignables et plaisants aussi, bien évidemment, pour aller explorer un petit peu des choses qui sortent de notre zone de confort, tester des plats végétariens, tester des plats végétaliens, tester des différents aliments qu'on connaît peut-être pas encore, notamment dans le règne des légumineuses. Il y a plein de choses qui permettent de faire des repas très très chouettes. Euh, donc voilà, pour répondre aux questions qui m'ont été soumises. Et j'ai complètement arrêté de suivre le chat en répondant à ces dernières questions. Du coup, je me repose complètement T'inquiète. sur toi, Elena. Alors, donc j'en ai plusieurs. Donc, il y en a une, c'est est-ce que, oui, les préparations alternatives à la viande n'ont pas des ingrédients et des additifs qui nuisent à la qualité? Mm. Et est-ce que leur impact écologique en termes d'emballage et de production non locale, finalement, est nocif? Mm. Donc, déjà, celle-là, c'est déjà pas mal. Ouais, Puis, je prendrai une c'est une autre. très très bonne question. Donc sur les substituts, les simili-carnés, en fait, les substituts végétaux à la viande. Alors, c'est difficile de faire une réponse binaire là encore parce que il y a une très très grande hétérogénéité dans la composition et les méthodes de fabrication de ces aliments-là. On va vraiment trouver de tout. Euh, donc d'un point de vue nutritionnel, c'est très variable. Et d'un point de vue environnemental, il semblerait que ce soit plus intéressant que de consommer de la viande. Mais voilà, il y a une balance à faire entre toutes ces informations-là. D'un point de vue nutritionnel, il y a effectivement des compositions qui sont plus intéressantes que d'autres. En Belgique, comme en France, on a déjà un point intéressant à regarder sur les emballages, c'est le Nutri-Score, qui permet en un coup d'œil de regarder comment se situe un aliment dans sa catégorie d'aliments. Donc plus le Nutri-Score est proche du A, plus cet aliment va être intéressant d'un point de vue nutritionnel. Donc ça peut être une première façon d'évaluer un petit peu la qualité des simili-carnés qu'on est amené à consommer. Mais c'est pas toujours suffisant parce que des fois on a des aliments qui sont catégorisés en Nutri-Score A et qui restent quand même particulièrement riches en graisses saturées par exemple, donc qui sont pas intéressants pour consommer régulièrement. Ça veut pas dire qu'il faut les diaboliser pour autant, mais ça veut simplement dire que peut-être que ces aliments ils auront une place un peu moins fréquente dans nos repas. Euh,
On peut regarder un petit peu la teneur en protéines de ces aliments parce qu'ils sont censés remplacer de la viande. Et quand on regarde leur composition, il y en a certains, ils sont très très bons, mais ils contiennent quasiment pas de protéines. Donc c'est pas super intéressant de substituer de la viande par un aliment qui contient très peu de protéines, en tout cas pas régulièrement. Euh, j'ai oublié Je suis partie dans mon développement et j'ai oublié le sens initial de la question. Est-ce que ça répondait à la question qui était posée? Bah, du coup, oui, est-ce que finalement, bah, en tout cas, je crois comprendre, est-ce que c'est mieux de manger un peu de viande plutôt que de manger des substituts qui en fait sont pas terribles pour la santé, ou est-ce qu'on équilibre les deux, ou Hmm. alors, mais du coup, tu as répondu, puisque tu dis que ça dépend comment c'est préparé. Ouais, c'est très variable. C'est très variable. Et ça dépend avec quoi on compare, parce que si on compare par exemple une charcuterie avec un steak de soja, ben il y a pas photo. Le steak de soja va être plus intéressant d'un point de vue nutritionnel, y compris enfin, pour la santé, comme morceau de charcuterie. Donc ça dépend qu'est-ce qu'on compare aussi, quoi. Dans le même ordre d'idée, il y a une question sur Juste avant de les... passer Ah, pardon, à la suivante, excuse-moi, excuse-moi Elena, je me dis que c'est peut-être vas-y. intéressant de préciser, on a consacré un article sur justement tous ces burgers, enfin burgers au sens large, préparation végétarienne imitant la viande. Et dedans, si vous trouvez cet article sur notre site, dedans il y a notamment une comparaison par test achat qui a un peu comparé les compositions et qui a un peu établi des maîtres achats et tout ça. Donc, il y a aussi des clés pour lire la composition. Donc, voilà, peut-être un outil pour approfondir ce que tu expliquais, Sohan, et le retrouver par écrit. Et j'avais Parfait. juste envie de... Pardon, oui. Non, non, je disais parfait, c'était très chouette, merci. Et j'avais peut-être juste envie de compléter par rapport à la personne qui demandait tout à l'heure pour convaincre autour de soi, parce que je trouve que tu as amené des bons arguments et j'avais envie de compléter avec quelque chose. Donc, je vous disais au début, on a fait des podcasts, des rencontres avec ben, notamment des consommateurs, des consommatrices. Et quelque chose, c'est une question qu'on leur a posée, l'entourage, et quelque chose qui nous est beaucoup revenu dans ces témoignages, c'est l'idée de, de faire. Donc, chacun s'occupe de son assiette, entre guillemets. Et donc, bon, évidemment, au sein de son propre foyer, c'est particulier, mais par exemple, quand on va manger chez ses parents, aux fêtes de famille, il y a souvent une pression qui est différente. Ça enquiquine tout le monde de devoir préparer autre chose juste pour soi, etc. Et donc, beaucoup nous ont dit, mais en fait, l'idée, c'est le respect mutuel. Nous, on fait notre truc. Et en fait, souvent, ils se rendent compte qu'avec le temps, même en ne cherchant pas à convaincre, on va dire, avec le temps, en fait, ça suscite de la curiosité, de l'intérêt. Et donc, il y a plusieurs personnes qui témoignent du fait que ils ont été fort surpris de voir, par exemple, leurs parents tout à coup revenir en disant: «Ah, j'ai acheté du tofu et ce soir, je vais le cuisiner pour toi», alors qu'ils n'avaient jamais préparé ça. Et donc, voilà, qui ont été surpris parfois dans certaines conversations. Et donc, ce qui nous revenait, c'est peut-être qu'il faut pas essayer de convaincre, même si on a très envie de le faire parce qu'on est hyper motivé, quelle que soit la motivation qu'on a. Mais peut-être qu'il faut en fait le faire et en le faisant, eh ben, ça va peut-être inspirer, faire évoluer avec le temps, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, effectivement. Des fois, c'est plus simple de ne pas chercher à convaincre et de montrer l'exemple qu'on veut inspirer. Mm. Est-ce que tu as d'autres questions? Oui, alors j'ai des questions. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle a entendu que le kéfir de fruits génère de la B12 assimilable. Alors, si c'est le cas, c'est pas en quantité suffisante pour compenser le déficit d'apport lié à une alimentation qui contient peu de viande et peu de poisson. C'est pas suffisant. C'est ça. Malheureusement. Donc, les quantités à consommer sont quand même assez conséquentes et ça fait aussi partie des choses que les personnes, j'évoquais les algues par exemple tout à l'heure ou la terre sur les légumes. Il y a aussi effectivement des personnes qui pensent que les aliments lacto-fermentés sont suffisants et c'est malheureusement pas le cas. Donc, ça fait partie des fausses bonnes idées pour se complémenter en vitamine B12. Ok. Il y a aussi une question, il y a un risque à consommer du soja en grande quantité? Hmm. Ça, j'ai déjà entendu aussi. Alors ça fait débat, c'est un sujet qui fait débat. Je ne sais pas en Belgique si les recommandations actuelles sont à la page ou pas, mais en France, les nôtres, elles sont assez datées et elles concluent à beaucoup de précautions, beaucoup de prudence. Et en gros,
si on suit les recommandations, l'idée c'est de ne pas consommer plus d'un produit à base de soja chaque jour. Avec une précaution particulière pour les jeunes enfants, les personnes enceintes et allaitantes. Sauf que dans la littérature actuelle, en fait, on ne trouve pas de problématique de santé associée à la consommation de produits à base de soja, y compris jusqu'à 4 produits par jour. Mais, mais, c'est pas intéressant de consommer autant de produits à base de soja. Ce qui va être intéressant d'un point de vue de l'équilibre nutritionnel, c'est de varier les aliments et donc de ne pas basculer vers le tout soja. Donc, consommer du soja, il n'y a pas de souci, mais il y a plein d'autres aliments super intéressants à consommer. Donc, c'est pas très chouette d'un point de vue nutritionnel de se cantonner à basculer vers des alternatives végétales exclusivement à base de soja. Moi, j'ai déjà vu en consultation des personnes qui mangeaient 2 ou 3 yaourts de soja par jour, du tofu, et plus du lait de soja. Enfin, c'est pas. Là, ce qui m'inquiète, c'est pas le soja qui va m'inquiéter, c'est le manque de diversité dans l'alimentation qui va être pas très intéressant. Ok, merci. Et est-ce que les champignons apportent des protéines? Oui, tout à fait. Les champignons apportent des protéines comme n'importe quel aliment sauf l'huile. Sauf que les champignons contiennent surtout beaucoup d'eau. Donc, ce sont des aliments qui contiennent certes des protéines, mais qui vont pas être considérés comme des aliments pourvoyeurs, très gros pourvoyeurs de protéines. Donc, ça, c'est comme la plupart des légumes, ça va apporter un certain nombre de nutriments qui vont pouvoir compléter les apports en protéines, mais c'est pas des choses qui vont être très intéressantes comme support protéiné, on va dire. Ok. Dans le même ordre d'idées, il y a deux questions autour du fromage et du skyr, je vois. Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que ça dépend du type de lait? Et quel pourcentage de matière grasse? Est-ce que le fromage est vraiment bon pour la santé? La question c'est est-il vraiment mauvais? Et a priori pas, lorsqu'il est consommé avec modération. Donc avec modération, c'est une portion de 30 grammes par jour, pas plus. Je précise parce qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup ça et qui en font des consommations un peu exagérées. Et ça peut être très souvent le cas des personnes qui cherchent à diminuer leur consommation de viande et de fromage et qui vont en parallèle de ça augmenter leur consommation pardon, les personnes qui veulent diminuer la consommation de viande et de poisson et qui vont en parallèle de ça augmenter leur consommation de fromage. Ça, c'est pas terrible, terrible, parce que le fromage, c'est quand même un aliment qui est très salé et très riche en graisses saturées, donc c'est un aliment qu'il est OK de consommer dans le cadre d'une alimentation équilibrée, mais il faut lui réserver une place modeste pour ce qu'il est. Et ensuite, concernant les différents types de lait, à ma connaissance, il n'y a pas de souci particulier avec un lait plutôt qu'avec un autre, que ce soit du fromage de chèvre, de vache, de brebis ou autre, c'est du fromage, quoi. C'est, Ok. c'est un peu simple comme réponse, mais je n'ai pas d'informations qui permettraient de penser qu'un fromage soit problématique et un autre pas. Merci. Alors, je regarde. Oui, ça, je crois que je l'avais zappé parce que parfois les gens re-répondent à quelque chose. Donc, à partir de quelle quantité de viande, si tu peux rappeler, il ne faut plus de complémentation en B12, notamment pour les enfants. Hmm. C'est à partir de 7 portions par semaine. Quand on est en dessous de 7 portions, alors quand on parle de portions, pour une personne adulte, une portion de viande, c'est 100 grammes de viande et une portion de poisson, c'est entre 100 et 150 grammes de poisson. Donc les lardons qu'on met en petite quantité sur le plat de pâtes, ça compte pas pour une portion. C'est vraiment une portion réelle, quoi, une portion qui prend vraiment de la place dans l'assiette. Et en dessous de cette quantité-là, on estime que la personne s'expose à un risque de carence par déficit d'apport au long cours. Et c'est effectivement valable pour les enfants, du coup, hein, les enfants qui consomment peu ou pas de viande ou de poisson s'exposent de la même manière à un risque de carence. Les dosages en vitamine, la posologie de la vitamine B12 n'est pas la même, du coup, puisque les besoins ne sont pas les mêmes. Mais ça, c'est des informations que vous pouvez trouver sur le site VGClick, notamment, que j'évoquais tout à l'heure, avec les dosages adaptés à chaque catégorie de la population. Parce que, je crois que Anne répond à émet des liens et tout ça, donc parfois je perds, mais je crois avoir retrouvé l'histoire du. Non, c'est pas grave, Pardon, c'est moi. pardon. Non, 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 c'est moi qui du coup dois suivre. Il y avait aussi une question sur un poisson durable et écologique. Je sais pas si c'est pas trop spécifique Ah. comme question, mais Et là, je dois avouer que je n'ai aucune connaissance en la matière, donc je passe la main. Si quelqu'un a une réponse, je, je botte en touche.
Même les associations environnementales ne sont pas tout à fait d'accord entre elles sur les listes des poissons acceptables, non surpêchés, etc. Donc là aussi, on a un article qui fait un petit peu le point sur notre site sur le poisson et on renvoie vers ces références-là parce que voilà, on ne considère pas forcément la même chose. Il y a des labels comme le MSC, mais qui ont aussi régulièrement sous le feu des critiques. Donc c'est ouais. C'est Mm. compliqué. Comme réponse, c'est compliqué en tout cas de répondre comme ça facilement avec genre, hop, trois variétés et celle-là, on est OK. Ça peut dépendre aussi d'où on est. Donc voilà. Je vous encourage à peut-être aller lire un peu plus en détail parce que c'est vrai que ça, c'est peut-être plus difficile à répondre comme ça facilement. Mm, mm. Et alors, Et du coup, si on reste sur le poisson, à partir faire ses courses avec la petite liste des bonnes adresses. Mais dans l'idéal, de toute façon, comme on l'a évoqué, de réduire la consommation, quoi. Mm. ouais, et je sais plus si tu as répondu à l'intérêt de faire tremper ou germer les légumineuses. Parce qu'on a parlé de lactofermentation et je ne sais pas si on a parlé de germination ou de Ah ben, trempage. pour beaucoup d'entre elles, il est indispensable de les faire tremper avant de les faire cuire, tout simplement pour les digérer. Parce que sans ça, elles risquent d'être très compliquées à digérer. Donc, beaucoup de légumineuses nécessitent un temps de trempage avant la cuisson, qui est d'ailleurs parfois assez longue. À ce sujet-là, ça peut être intéressant de privilégier éventuellement les conserves sous forme de boîtes ou de bocaux, que ce soit pour gagner du temps ou pour être assuré que la cuisson a été correcte et les digérer convenablement. Euh, mais oui, oui, non, le trempage, c'est plutôt nécessaire, ouais. Et la germination, du coup? Oh, pardon. La germination, bah, c'est intéressant pour. C'est une forme différente de consommation des légumineuses, de les consommer germées. Par contre, j'attire l'attention sur une chose. J'ai déjà vu des personnes qui consommaient beaucoup de légumineuses sous forme germée, voire exclusivement sous forme germée. Il faut pas oublier que sous forme germée, la quantité va pas être la même que celle qu'on va consommer sous forme cuite en fait. La teneur en protéines va pas du tout être la même, donc elles vont pas pouvoir jouer un rôle d'aliments riches en protéines comme elles le feraient si elles étaient juste trempées et cuites. Donc les légumineuses germées, ça devient des petites plantes vertes en fait. Donc ça va pas jouer le même rôle dans l'équilibre nutritionnel. On va pas pouvoir considérer qu'une portion de 200 grammes de lentilles germées, ça équivaut à une portion de 200 grammes de lentilles juste cuites. Donc il y a une vigilance à avoir par rapport à ça. J'ai déjà vu une personne en situation de dénutrition qui me disait, mais je mange plein de légumineuses, je mange plein de légumineuses. Oui, mais elle consommait que des légumineuses germées. Donc de la verdure, quoi. Ok. Et c'est bon à préciser parce que c'est vrai que j'avais déjà entendu que, aussi c'était important de les faire germer. Donc c'est bien d'avoir le En termes contrepoint de là-dessus. digestibilité, non, non, c'est pas Ok. nécessaire de les faire germer. Ça peut être intéressant parce que le stade de germination est nutritionnellement intéressant, mais on bascule sur un autre type d'aliment, quoi. Du coup, je pense ne pas avoir raté de questions. Si jamais il y a une question qui a sauté, parce que là, je vois qu'on arrive à l'heure prévue pour le webinaire. Donc, si jamais il y a peut-être une dernière question qui n'a pas été, voilà, qui n'a pas été traitée. Euh, cuire les légumineuses avec du bicarbonate est-ce que ça facilite la digestion? Oh, c'est une question qu'on m'a déjà posée et je n'ai pas pris le temps d'aller vérifier l'information parce que je l'ai entendu dire moi aussi. Mais comme je n'ai pas vérifié l'information, j'ai pas de certitude à ce sujet. Donc je préfère m'abstenir. Oh, L'algue kombu. oula, alors là on ouvre un gros sujet. Alors, en termes de digestibilité, je ne sais pas, mais c'est pas ce qui va m'importer par rapport à ça. Ce qui va m'importer, c'est que l'algue kombu, c'est une des algues les plus riches en iode. Si ce n'est l'algue la plus riche en iode qu'on va trouver dans le commerce. La problématique associée à ça, c'est que la teneur en iode des algues marines, elle est extrêmement variable, certes, d'une espèce à l'autre, mais aussi au sein même d'une même espèce, et qu'on n'a pas de regard là-dessus quand on l'achète au supermarché.
Par contre, ce qu'on sait quand on achète de l'algue kombu, c'est que c'est une algue qui contient vraiment beaucoup, beaucoup d'iode et que la tendance que peuvent avoir certaines personnes à l'utiliser justement pour faciliter la cuisson, donc l'utiliser très régulièrement, peut conduire à surconsommer de l'iode, en sachant que l'iode, c'est un nutriment pour lequel on a des risques de problèmes de fonctionnement de la glande thyroïde si on en consomme en trop grosse quantité régulièrement. Donc, personnellement, l'algue kombu, c'est une algue que je déconseille à toutes mes patientes et tous mes patients du fait que justement elle contient énormément d'iode et qu'on n'a pas de visibilité sur la quantité réelle qui va être consommée. Donc la consommation des algues marines, c'est OK si c'est de manière ponctuelle et si on préfère les variétés qui vont contenir un peu moins d'iode. Ça reste toujours beaucoup parce que ce sont des algues hein, quand même, mais plutôt comme des algues comme la dulce, la nori ou la wakame. Mais ça peut vraiment être dangereux de consommer trop d'iode, donc avoir de la vigilance par rapport à ça. Merci. Bon, je crois Mais qu'on est arrivé au bout des questions. parfait, super timing. Ben, Sohan, un tout grand merci et je relaye les remerciements qui arrivent aussi dans le chat pour toutes ces infos hyper précises, bien étayées. J'en profite pour répondre. J'ai vu à plusieurs moments des personnes demander, il y aura bien un replay du webinaire. Et on va vous envoyer un petit mail avec aussi la présentation. Euh, et voilà, l'occasion de vous rappeler qu'il y a encore des webinaires les 2 jeudis qui viennent. Donc jeudi prochain, on va sortir un peu du champ de la nutrition en tant que telle pour rentrer dans l'organisation pratico-pratique puisqu'il sera question de batch cooking. Puisqu'on disait qu'un des freins, c'est l'organisation. Et donc, on va parler avec une spécialiste du batch cooking, voir comment est-ce qu'on peut s'organiser peut-être pour pouvoir plus cuisiner sans pour autant passer toutes ses soirées en cuisine. Et évidemment, on sait que faire maison, c'est une des pistes pour mieux se nourrir et avoir moins de produits industriels avec tous les trop gras, trop salés, pas assez de nutriments qu'on connaît. Et alors le jeudi prochain, pour la dernière session, bienvenue aux parents, puisqu'on discutera de comment faire manger des légumes aux enfants. C'est compliqué, si c'est vert, ça marche souvent encore moins bien. Et donc on en discutera et vous êtes les bienvenus à venir d'ailleurs partager vos astuces, parce qu'il y a il y a plus dans plusieurs têtes que dans une seule. N'hésitez pas à venir partager vos expériences, ce qui marche chez vous. On sera ravis de pouvoir l'entendre et peut-être que d'autres puissent en bénéficier aussi. Voilà, je ne vois pas de dernière petite question dans le chat. Sohan, est-ce que je te laisse le mot de la fin? Ben, merci pour l'accueil, EcoConso. Merci à toutes les personnes qui ont joué le jeu de poser des questions et répondre aux miennes. C'était un chouette moment et je suis ravie d'avoir contribué à cette série de webinaires qui s'annonce très très chouette pour la suite également. Merci. Ben, un grand merci. Et donc, si vous recherchez toutes les infos, ecoconso.be/miam, vous retrouvez tous les liens pour vous inscrire aux autres. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Encore merci à toutes les personnes présentes et merci en particulier à toi, Sohan. Avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.